chez le cheval de sport, pourquoi, comment? Donc pour introduire cette webconférence, je voulais juste vous dire qu'être cheval de sport en 2021, c'est quand même un métier difficile pour les chevaux et stressant. Et que sans être vraiment en bonne santé et avec un certain quand même bien-être physique, bah, c'est compliqué d'être performant. Je vous ai mis autour de cette photo plein de facteurs qui entrent en compte. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que les chevaux sont soumis à des conditions de vie actuellement, des longs transports, des saisons de compétition qui sont de plus en plus longues. Et tout ça fait que, et en plus, on veut des chevaux qui vont durer dans le temps, puisque contrairement aux chevaux de course qui ont une carrière très courte, ben les nôtres, ils ont des carrières beaucoup plus longues et certains sont performants jusqu'à 18-20 ans. Donc vraiment, il est vraiment important que ces chevaux soient impeccables au niveau santé pour pouvoir être performants et durer longtemps. Alors, pour pouvoir bien vous expliquer ce que c'est que l'ostéopathie, je vais me fonder sur 4 principes fondamentaux qui sont ceux qui ont été décrits par le fondateur de l'ostéopathie, donc Andrew Taylor Still. Et je vais surtout insister sur d'abord la notion d'unité du corps, je vais vous en parler juste après, la notion d'homéostasie, puisque Steele décrit bien le fait que pour être bien, pour être en bonne santé, eh bien, il faut que nos constantes physiologiques, nos constantes biomécaniques soient maintenues dans un certain équilibre. Sinon, on part vers la maladie. Et là, on sort du domaine de l'ostéopathie, puisque même si l'ostéopathie peut aider, voilà, si on n'est plus en équilibre, ben, le corps va commencer à avoir vraiment des problèmes plus importants et plus graves. On va aller vers la lésion. On a une interdépendance entre la structure, donc que ce soit d'un organe, d'un muscle, voilà, d'une structure corporelle et sa fonction. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir une perturbation de la vascularisation, de l'innervation d'un organe ou de la structure d'un organe, enfin, voilà, on va avoir une perturbation de son fonctionnement. Donc ça, l'ostéopathie se fonde vraiment là-dessus et on va voir que le but de l'ostéopathie, c'est de redonner le maximum de mobilité au corps pour que on ait un équilibre corporel qui soit le plus optimum possible et que tous les organes, les viscères, les structures musculaires, les os puissent effectuer leur travail normalement. Alors, la notion d'unité du corps, je vous l'illustre ici par quelques diapos, juste pour vous montrer que ça, maintenant, c'est prouvé scientifiquement. Il y a eu notamment 2 chercheuses, là, dont les noms figurent en bas de cette diapo, qui qui sont amusées, qui ont eu comme sujet de recherche de disséquer un certain nombre de chevaux en enlevant tous les squelettes et elles ont réussi à montrer qu'il y avait vraiment un lien myofacial, donc un lien musculaire et facial en, tout le long du corps du cheval. En gros, elles ont montré, par exemple, qu'il y a une chaîne dorsale et une chaîne ventrale. Vous voyez la chaîne dorsale en vert, la chaîne ventrale en violet, qui partent toutes les deux de la tête, donc surtout de l'articulation de la bouche et des muscles de la mâchoire, et qui vont aller jusqu'au boulet postérieur du même côté. Donc ça, c'est d'un côté, mais on a la même chose du côté droit. Et donc, du coup, ça, par contre, par exemple, ça nous explique comment une problématique d'occlusion, par exemple, va pouvoir avoir des répercussions sur l'équilibre du bassin ou sur une boiterie postérieure. Donc après, voilà, c'est des liens qui existent dans le corps. Là, je vous en cite 2. Euh, mais elles ont montré aussi, par exemple, qu'il existait des chaînes faciales centrales. Donc, c'est celle que vous voyez en jaune sur l'image en bas à droite, qui montre qu'on a aussi un lien entre la région de la bouche, la région de la nuque, l'articulation de la bouche et des structures profondes comme le cœur, le médiastin, le diaphragme, l'estomac. Et puis après, cette chaîne, elle se prolonge même grâce au pilier du diaphragme jusqu'au muscle psoas, que vous voyez ces 2 petits traits jaunes en avant du bassin, et donc jusqu'au muscle du bassin. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête quand on regarde un cheval, surtout du point de vue ostéopathique. L'ostéopathe ne regarde pas en réfléchissant juste sur le problème respiratoire ou le problème digestif ou le problème locomoteur, mais il va vraiment regarder votre cheval dans sa globalité. Alors, autre illustration par rapport à ces chaînes, ça c'est pour le membre antérieur, je vous ai mis
les deux chaînes qui mobilisent le membre antérieur, donc toujours les chaînes myofaciales, la chaîne qui va permettre l'avancée du membre et celle en bleu et celle qui va permettre la propulsion en vert. Et ces chaînes, on imagine bien quand on voit leur fixation que si on a un blocage, par exemple ici du garrot ou de la nuque qui fait que le garrot, la nuque n'est plus dans l'axe, ne fonctionne plus correctement parce qu'on a un blocage d'une vertèbre, eh bien, on va avoir une tension qui va apparaître sur ces muscles superficiels. Et l'extrémité de ces muscles, ben, c'est les tendons du membre antérieur. Et ces tendons, ils sont fort sollicités dès qu'on a des réceptions d'obstacles, comme vous voyez sur l'image en haut à droite, où on voit que le boulet va même jusqu'à toucher le sol et va même s'enfoncer dans le sol. Donc, dès qu'on va avoir des réceptions un peu brutales, ben, si cet appareil myofacial n'est pas élastique, si ces muscles ne sont pas élastiques, on va avoir souvent des tendinites puisque c'est un peu le fusible qui va sauter dans ces cas-là pour amortir l'excès de tension. Alors la notion du corps, d'unité du corps, là, c'est pour vous illustrer aussi ce lien justement entre les viscères et le reste, enfin l'appareil musculo-squelettique, donc squelette, muscle, fascia. En fait, les viscères, ils sont eux aussi fixés par une sorte de squelette souple sous le squelette osseux. Là, je vous l'ai représenté avec des cintres. En fait, c'est très imagé, hein, mais c'est pour vous montrer que c'est comme si les viscères ils étaient accrochés avec des cintres sur une barre qui est la colonne vertébrale. Et ces viscères, non seulement ils vont tirer la colonne vertébrale vers le bas, donc ils vont voilà, avoir une vraie action sur le dos. Ça, c'est vraiment prouvé, notamment qu'à l'allure du trot, les tensions sont beaucoup plus importantes qu'au galop chez le cheval. Donc, ça peut faire mal au dos, des viscères douloureux ou trop lourds. Et ça va aussi, enfin, ce système de fixation faciale entre les viscères et le dos par ce fameux squelette souple qu'on appelle méso ou les ligaments viscéraux, ben, c'est aussi le siège de la vascularisation et de l'innervation. Donc, comme vous voyez sur l'image de gauche, on a des très longs, enfin, le cheval et l'humain ont des très longs vaisseaux qui vont permettre la circulation du sang et des très longs nerfs qui vont permettre la circulation aussi de l'information nerveuse. Donc, si un passage vers le viscère, donc au niveau de ces cintres-là, au niveau des mésos qui fixent les viscères à la colonne vertébrale, si vous avez une compression ou un étirement de ces vaisseaux ou de ces nerfs, eh bien, on va avoir une perturbation du fonctionnement du viscère en dessous. Et l'inverse est aussi vrai. Un viscère qui va être en dysfonctionnement va renvoyer une information nerveuse vers le squelette au-dessus et on risque de voir s'installer des dysfonctionnements au niveau de la colonne vertébrale. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais essayer de vous expliquer simplement, enfin de manière simple, ce qu'est une dysfonction ostéopathique. Donc, je vous ai pris l'exemple d'une dysfonction ostéopathique vertébrale et puis ensuite celui d'une dysfonction ostéopathique viscérale. Sur les schémas en bas, là, vous avez de représenter le squelette des cervicales et des petits muscles qui sont profonds. Donc là, on va parler muscles posturaux. On n'est plus sur les grandes chaînes musculaires que je vous ai montrées juste avant. Là, on va parler des petits muscles posturaux. Donc, c'est tous ces petits muscles. Par exemple, ici, vous avez les multifides en marron et puis en rouge, les intertransversaires, qui sont des petits muscles qui vont relier les vertèbres par deux ou par trois. Donc, c'est vraiment les muscles qui permettent aux vertèbres de s'articuler les unes aux autres. L'image de droite représente une coupe transversale de l'encolure. Et cette coupe, alors je vais prendre le petit marqueur, voilà. Une coupe transversale comme ça de l'encolure qui est représentée ici, où on voit bien le corps de la vertèbre, le système nerveux avec la moelle épinière au centre, les nerfs qui vont sortir de la colonne vertébrale par le foramen intervertébral, et vous retrouvez le muscle multifide et puis le muscle intertransversaire, là pour n'en prendre que deux, qui vont être de chaque côté de la vertèbre. En fait, ce qui se passe, ce qui va être à l'origine d'un blocage vertébral, c'est un spasme de ces muscles. Donc, on va le voir après, hein, quand le cheval fait un faux mouvement, on va avoir une contraction, un spasme d'un de ces petits muscles paravertébraux ou de plusieurs qui font que la vertèbre, qui normalement doit pouvoir bouger dans les trois directions de l'espace, donc elle doit faire une flexion, extension vers l'avant ou vers l'arrière, une rotation et une latéroflexion, la vertèbre elle va se retrouver bloquée, comme vous voyez ici, dans une de ses positions physiologiques, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qu'elle n'arrive plus à faire. Donc souvent, on parle à tort de vertèbre déplacée. On n'est pas dans une vertèbre déplacée. Si c'était le cas, on aurait la moelle épinière serait sectionnée, le cheval serait para ou tétraplégique et on ne serait plus dans la dysfonction ostéopathique. Donc la dysfonction ostéopathique, c'est vraiment lié à une contraction musculaire et ce n'est en aucun cas ni une lésion du tissu, ni un déplacement de la vertèbre.
Ce qui est important aussi à bien voir sur cette image-là, c'est que comme on voit que les nerfs vont passer juste entre ces muscles juxtavertébraux et ces muscles profonds, ben on imagine bien que toute contracture musculaire, tout spasme, tout œdème musculaire, s'il y a une contracture qui dure depuis un moment, va venir en fait irriter les sorties des nerfs. Et alors, cette irritation, ça ne va pas se faire tout de suite, mais souvent dans le temps, au bout de quelques semaines ou au bout de quelques mois, ben, cette irritation, elle peut aller perturber le fonctionnement des structures qu'elle innerve. Donc, on va pouvoir se retrouver avec une zone de sudation de la zone cutanée qui correspond à la vertèbre. On peut se retrouver avec une irritation du viscère qui fonctionne via le système nerveux autonome et qui est en lien avec cette sortie du nerf rachidien. Donc, l'information nerveuse vers le viscère va être perturbée. Et on peut avoir aussi l'effet inverse, c'est-à-dire qu'un viscère qui renvoie toujours une information d'irritation vers la vertèbre grâce au nerf du système nerveux autonome puis du nerf rachidien va entraîner dans le temps un spasme qui va s'installer et on va finir par avoir un blocage sous la selle ou au niveau des lombaires. Enfin, je vais vous expliquer, ou au niveau de l'encolure, pardon. Et je suis en train déjà de penser à la diapo suivante parce que là, je vous ai pris pour bien comprendre l'exemple de l'estomac. C'est l'exemple que je vais prendre par la suite pour vous résumer tout ça. Donc, quand on a une dysfonction ostéopathique viscérale, je vous l'ai dit, les viscères, ils sont suspendus sous le dos du cheval par des mésos qui sont rien d'autre que des fascias, en fait. Donc là, pour vous prendre un exemple, par exemple celui de l'estomac. L'estomac, voilà, on localise à peu près sous la selle chez le cheval. Bien sûr, il y a le diaphragme qui va passer juste devant. Là, il n'est représenté que l'estomac. Et cet estomac, ben, il va être fixé. Il va être fixé, par exemple, avec ce ligament qui s'appelle un ligament gastrosplénique parce que l'estomac est relié à la rate. Il va être fixé aussi au foie. Il va être fixé par un autre ligament là qui s'appelle le gastrophrénique au pilier gauche du diaphragme. Donc, il va être fixé au diaphragme par ce ligament. Donc, on imagine que du coup, toute tension, par exemple, du diaphragme va pouvoir se répercuter sur l'estomac, puisqu'on a un lien direct entre les deux. Alors, ces dysfonctions ostéopathiques, ben, comment elles arrivent? Je vous ai un petit peu là déjà préparé le terrain. Elles arrivent parce qu'il y a un spasme qui se met en place. Et pourquoi il se met en place, ce spasme musculaire? Ben, souvent, c'est quand il y a un traumatisme auquel le cheval ne s'attend pas. C'est exactement comme pour nous. Si vous vous préparez à faire une chute, que tout votre système nerveux est en train de visualiser que vous allez tomber, votre corps se prépare à la chute. Si par contre vous marchez dans la rue et que vous ratez un trottoir, donc vous ratez une marche, vous vous retrouvez 10 cm plus bas, eh bien, des fois, ça suffit pour que vous soyez tout bloqué dans le dos dans les jours qui suivent parce que votre corps n'a vraiment pas compris ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé d'un seul coup plus bas que la normale et tous vos muscles, du coup, ont réagi et certains muscles peuvent rester spasmés et entraîner ces fameuses dysfonctions ostéopathiques, ces fameuses restrictions de mobilité d'une région du corps. Donc, chez le cheval, ça peut être aussi des réactions d'évitement, ça peut être lié bien sûr aussi à la répétition d'un geste anormal. On a vu juste avant les grandes chaînes myofaciales. Si vous avez une chaîne myofaciale qui dysfonctionne parce que vous demandez toujours une gestuelle à votre cheval qui est compliquée à faire pour lui ou inadaptée, eh bien ces chaînes, elles vont avoir aussi des répercussions sur la colonne vertébrale. Elles vont mettre en tension une portion de la colonne vertébrale et petit à petit, au bout de quelques semaines ou quelques mois, des dysfonctions ostéopathiques vont apparaître. De même, une boiterie, un cheval qui est boiteux pendant un moment, eh bien forcément, que ces muscles posturaux, sa posture, donc ces muscles posturaux vont devoir s'adapter à cette boiterie et qu'on va avoir des compensations ostéopathiques. Même chose avec toutes les contraintes qu'on apporte au cheval, la ferrure, le harnachement, les problèmes d'occlusion dentaire quand la bouche n'est pas suivie régulièrement. Et puis, on va le voir tout de suite, une inflammation viscérale va aussi avoir des répercussions. La croissance, le stress, les émotions, ça c'est quelque chose aussi d'important. On va le voir tout à l'heure, le stress, les émotions sont énormément marquées chez le cheval. C'est des êtres très sensibles et ça entraîne aussi beaucoup de blocages ostéopathiques. Alors, pour vous illustrer tout ça, je vous ai pris un exemple d'un cheval qui a une douleur à l'estomac. On va dire que c'est un cheval qui n'avait pas de problème particulier, il avait vu l'ostéopathe, tout allait bien, il arrive dans une nouvelle écurie, il n'y a pas forcément assez de foin, ou l'environnement est différent, il est plus stressé que d'habitude et il commence à avoir mal à l'estomac. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va apparaître, c'est les symptômes classiques. Donc, il va commencer à maigrir un peu, à bâiller, à grincer un peu des dents, il y a un petit peu de diarrhée. Bref, on n'y porte pas forcément beaucoup d'attention, mais on dit, tiens, il y a des petits changements de comportement du cheval. Et puis,
comme son estomac est inflammatoire, ben, on va avoir cette fameuse remontée par les voies sensitives, donc par le système nerveux autonome et la moelle épinière, d'une information douloureuse de la part de l'organe. Donc, on peut voir s'installer à ce moment-là, au bout de quelques semaines, un spasme juxtavertébral en lien bien sûr avec les vertèbres qui sont en lien avec l'estomac. Donc, c'est les vertèbres qui vont aller du garrot, donc du milieu du garrot à peu près jusqu'à l'arrière de la selle, T5 à L1. Donc, sur une de ces vertèbres, on peut voir s'installer un spasme qui fait que votre vertèbre sous la selle, elle va plus pouvoir bouger dans les trois directions de l'espace et que souvent le cavalier va dire bah, tiens, c'est bizarre, là, j'arrive plus à incurver mon cheval à droite ou à gauche là, depuis quelques temps. Donc voilà, deuxième élément. Et puis, comme la zone du sternum, c'est la zone de projection de la douleur de l'estomac, on parle de douleur référée, eh ben, vous allez trouver aussi qu'au moment du pansage, le sternum est douloureux. Au moment du sanglage, le cheval commence à réagir quand on sangle, alors qu'il n'avait pas ces symptômes-là avant. Si on continue, donc toujours avec une notion de temps, hein, si on continue à laisser passer le temps sans rien faire pour soigner l'estomac du cheval, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle des adaptations posturales qui vont se faire à plus grande distance de l'estomac. Donc ça, je vous l'ai illustré par le schéma là qui est en bas à gauche. L'estomac, déjà qui tire sur le dos et qui a entraîné le blocage de vertèbres sous la selle. On sait, je vous l'ai montré juste avant, qu'il est fixé au pilier gauche du diaphragme. Et le pilier gauche du diaphragme, il est en continuité avec un gros muscle de l'engagement qu'on appelle le muscle iliopsoas. Donc, on peut avoir du coup des répercussions qui se mettent en place au bout de plusieurs semaines ou de plusieurs mois avec un défaut d'engagement, par exemple, du postérieur gauche. Et souvent, quand on a des douleurs à l'estomac, on a une usure en pince du pied. Donc, ça peut être les deux postérieurs, ça peut être le gauche plus que le droit. Donc, parce que les psoas, tout est très lié au niveau de la jonction thoracolombaire. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez remarquer une usure anormale de la pince des postérieurs du cheval. Et puis, je vous l'ai dit aussi, par la chaîne profonde là, qui apparaissait en jaune tout à l'heure, je vous ai dit, l'estomac, le diaphragme sont reliés jusqu'à la région de la gorge, de la nuque. Donc, on peut avoir aussi après un cheval qui a des problèmes pour manger correctement, qui a une nuque qui bascule, qui commence à avoir des tensions cervicales parce que, toujours pareil, il se met en place une chaîne de dysfonction à partir de l'estomac. Et comme le sternum est douloureux et qu'il est maintenu aux deux membres antérieurs par les muscles pectoraux, eh bien, on peut avoir, encore une fois, des répercussions sur un membre antérieur avec une petite boiterie ou en tout cas une perturbation du mouvement d'un antérieur qui va intervenir progressivement dans le temps. Donc, vous voyez un peu comment ça peut s'installer à partir d'un viscère et comment on peut voir se mettre en place toute une chaîne de dysfonctions ostéopathiques qui vont être reliées les unes aux autres et qu'il va falloir aller traiter si on veut que le cheval aille mieux. Alors la question des traitements, c'est toujours un peu compliqué parce que quand on se retrouve en tant qu'ostéopathe face à un cheval qui a ce type de schéma corporel, eh ben, on va commencer à jouer à Sherlock Holmes et puis à diagnostiquer toutes nos dysfonctions. Et après, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu à la chaîne dysfonctionnelle qui s'est mise en place pour aller essayer de se rapprocher le plus possible de la cause. Donc là, la cause, en l'occurrence, c'est l'estomac. Mais on ne le sait pas forcément quand on voit le cheval. Et parfois, sur la première séance, on va être obligé déjà d'aller enlever les grosses dysfonctions qui sont mises en compensation de l'estomac pour pouvoir, sur une seconde séance, intervenir plus en profondeur parce que l'estomac, ben, voilà, c'est l'origine, mais peut-être qu'il a été masqué par plein de dysfonctions compensatoires qu'on va devoir traiter en premier. Je voulais vous vraiment illustrer, je vous ai mis une photo après, le corps, il faut vraiment le voir comme un millefeuille ou comme un ensemble de poupées russes qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et avec ces notions de chaîne dysfonctionnelle, bon, on peut se retrouver des fois avec la couche superficielle qui nous apparaît clairement avec une boiterie ou une sacroiliaque bloquée parce que justement le psoas a bloqué la sacroiliaque. Et puis quand on a libéré ça, ben, sur la séance suivante, on se dit ah ben tiens, c'est marrant. Mais en dessous de tout ça, ben, il y avait quelque chose de plus profond qui s'est installé il y a peut-être 1 an, 2 ans, voire 10 ans, parce que le corps garde la mémoire de tout ce qui lui est arrivé si on ne va pas le traiter. Et puis, il va falloir aller, voilà, en remontant dans le temps, traiter l'origine du problème pour que le cheval aille mieux. Alors, quand envisager une consultation d'ostéopathie, je n'ai pas le temps là de vous parler du jeune en croissance et puis c'est pas le sujet, mais chez le jeune, bien sûr, hein, pour les problèmes d'occlusion, pour les problèmes du jeune qui n'arrive pas à téter, pour les problèmes de croissance, c'est fondamental de montrer les chevaux à votre ostéopathe, surtout avant d'envisager le débourrage.
Maintenant, pour le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire le cheval de sport, les motifs principaux, c'est surtout les troubles locomoteurs. Donc, pas la boiterie aiguë, parce qu'on va le voir tout à l'heure, c'est pas un motif de consultation ostéopathique, mais toutes les réactions, toutes les raideurs, des réactions au sanglage ou au montoir, des difficultés pour donner le membre au maréchal alors que le cheval n'avait pas de problème avant, des chevaux qui vont présenter des défenses, se décaler à l'obstacle sur des lignes de gymnastique, avoir du mal à reculer, voilà, il y a plein de causes ostéopathiques en fait. Voilà, toute modification en gros du comportement du cheval sous la selle, tant qu'on n'est pas dans la boiterie aiguë, parce que ça va être plus du domaine vétérinaire, eh bien il va falloir, ça va être un motif de consultation pour présenter votre cheval à l'ostéopathe. Changement de comportement aussi au box, et puis les petites coliques à répétition, parce que comme on l'a vu avec l'exemple de l'estomac, ça peut souvent être bien amélioré, en plus des traitements classiques vétérinaires bien sûr, mais par l'ostéopathie. Donc si tout va bien, bah, généralement on monte le cheval en ostéopathie 1 à 2 fois par an, de préférence à la fin de la saison de concours et au début ou au milieu quand il y a un break, au début ou au milieu de la séance de la saison de compétition suivante. Voilà, faut toujours essayer de respecter un délai, je vais vous en parler juste après, entre 2 séances consécutives. Donc, comment se déroule une séance? Ben, généralement, votre ostéopathe doit vous demander de faire un petit aller-retour au cheval, peut-être un aller-retour au pas, au trot, un 8 de chiffres au pas pour évaluer un petit peu comment le cheval se déplace et quelle est sa posture, parce que, encore une fois, en ostéopathie, on travaille beaucoup sur le schéma postural du cheval. Et puis, une fois de retour au box ou dans l'environnement du cheval, après l'examen, on va pouvoir passer nos mains partout sur le corps et puis faire plein de petits tests de mobilisation pour faire notre diagnostic ostéopathique et proposer au cheval un traitement ostéopathique. À la fin de la consultation, l'ostéopathe vérifie que tout soit bien équilibré suite à la séance et généralement, vous allez avoir des consignes qui vont vous être données pour les jours qui suivent. Alors, quel résultat en attendre? Il y a eu une étude qu'on avait réalisée sur une trentaine de chevaux à l'IFCE avec Sophie Bio et Kevin Ojol, où on avait justement montré, suite à un traitement ostéopathique, qu'on avait des effets qui étaient plus rapides chez les jeunes chevaux. Tout simplement parce que voilà, les jeunes chevaux, souvent, ils arrivent, ils ont peu de lésions classiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'arthrose, pas d'arthrite, pas de malformation, pas de douleur chronique comme un vieux cheval. Donc souvent, quand eux, on les manipule, bah, très vite, dans les jours qui suivent, on va dire allez, 1 semaine à 10 jours, dès qu'on a réglé le problème ostéopathique, bah, ça va mieux. Par contre, sur des chevaux qui ont un certain âge, qui ont déjà, par exemple, des conflits de processus épineux, qui ont de l'arthrose, qui ont 18, 20 ans, bah, effectivement, sur cela, il faut un petit peu plus de temps pour que le cheval se rééquilibre derrière. Et parfois, il faut entre 3 et 5 semaines pour qu'il aille mieux. Donc ça, c'est vraiment un paramètre à avoir en compte parce qu'on ne gérera pas pareil les séances d'ostéopathie sur une saison de compétition d'un cheval qui a 18 ans ou qui a 17 ans et qui a vu l'ostéopathe une fois dans sa vie que sur un jeune cheval de 5 ans qui commence à faire la compétition. Sur un cheval d'âge, il faut bien prévenir en tant qu'ostéopathe le propriétaire que ça peut perturber la locomotion de son cheval, qu'il va être mieux, mais peut-être qu'il va lui falloir 3 à 5 semaines pour aller mieux et que c'est pas judicieux de commencer à faire de l'ostéopathie juste pour voilà, juste parce que le cavalier souhaite offrir une consultation d'ostéopathie à son cheval au milieu de la saison de compétition. Voilà, en tout cas, les éventuels effets secondaires, il peut y en avoir. Donc là, je vous en ai parlé pour les chevaux d'âge. Et ce qui peut surtout se passer et devenir parfois grave, c'est que comme on agit sur le schéma postural, le cheval a besoin quand même de quelques jours suite à la séance pour comprendre comment fonctionne son corps. Et des fois, on les manipule et puis derrière, les gens voilà, vont longer le cheval ou le mettre au paddock alors qu'il n'a pas l'habitude d'y aller dans les 24-48 heures qui suivent la séance d'ostéopathie pendant la période où on demande que le cheval se repose un peu. Et là, si on a un cheval explosif, ben, il risque de se faire vraiment mal parce qu'il n'a pas encore intégré qu'il y avait des changements qui étaient en train de s'opérer dans son corps. Donc, en tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Suite à une séance d'ostéopathie, on va le voir tout à l'heure, marchez votre cheval au pas en main, faites-le brouter, emmenez-le au pré s'il vit au pré habituellement, mais ne modifiez pas, ne le mettez pas dans des situations où il est possible qu'il explose sans raison, alors qu'il vient juste d'être manipulé, en tout cas dans les 24-48 heures qui suivent. Une boiterie peut apparaître après un soin ostéopathique
Tout simplement, si on prend l'exemple de notre vieux cheval qui a un peu d'arthrose et puis des lésions à gauche et à droite parce qu'il a déjà 17 ans et qu'on va lui enlever toutes ces petites béquilles musculaires, tous ces petits espaces qui s'est mis un petit peu partout pour rester bien en équilibre et rester bien raide pour pas trop bouger son corps. Si en tant qu'ostéopathe, on va débloquer tous ces spasmes, eh ben, on va se retrouver avec un cheval qui n'a plus ses béquilles musculaires et qui du coup va passer par une phase où il est boiteux parce que ça réveille ses douleurs arthrosiques. Donc voilà, ça peut arriver et ça c'est souvent l'objet de moi ça m'est arrivé de temps en temps où j'ai dit aux gens écoutez ramenez-le moi, je vais le revoir en ostéopathie et puis si la boiterie est vraiment importante, ben, il faut aussi des fois aller traiter la boiterie en parallèle. Alors pour le travail dans les jours qui vont suivre la séance, eh bien repos, activité, ça c'est vraiment votre ostéopathe qui va vous dire ça en fonction de ce qu'il aura à traiter sur le cheval. Ça je vous en ai déjà parlé. Des exercices, il y en a plein, hein. Souvent on va vous donner des exercices de rééducation montée ou en main. Donc à quel moment, je viens de vous en parler aussi. Donc la fréquence, tout va dépendre de ce qu'a le cheval, hein. Je reprends cet exemple du corps en poupée russe. Si moi, quand je vois un cheval pour la première fois, qui a par exemple 10 ans et qui a déjà eu un passé très compliqué avec plein de problèmes, que ce soit émotionnel ou physique, je vais le voir une à deux fois et puis après, je vais dire au propriétaire, bon, ok, vous me le ramenez une fois par an. S'il y a vraiment beaucoup de choses, on peut aller jusqu'à 3 séances et se passer de 3 semaines, un mois d'intervalle. Après, c'est rare qu'on ait besoin de suivre un cheval beaucoup plus fréquemment. C'est-à-dire, généralement, après, on laisse tranquille jusqu'à la prochaine consulte, 6 mois plus tard ou un an plus tard, ou s'il y a un gros traumatisme qui motive une nouvelle consultation. Mais un cheval, en théorie, ne doit pas être vu en ostéopathie tous les mois, sauf gros coup dur qui fait qu'il a une grosse anomalie locomotrice qui fait que sans l'ostéo, il ne tient pas. Parce que plus vous allez le voir, plus on modifie le schéma corporel et on devient vraiment, nous aussi, en tant qu'ostéopathe, une béquille pour le cheval. Donc voilà, idéalement, c'est pas top. Donc le mieux, c'est de le voir une, deux, voire 3 séances s'il y a besoin pour faire un premier soin ostéo bien global, si le cheval a beaucoup de choses, puis ensuite une visite annuelle ou tous les 6 mois. Bien sûr, tout ça, ça va être complété avec des séances de physiothérapie, des soins vétérinaires s'il y a besoin pendant la saison de compétition. Ça, c'est du cas par cas. Alors, juste pour finir, un petit vrai ou faux. Mon cheval est très boiteux, j'appelle d'abord l'ostéopathe. Alors ça, clairement, non. Sur une boiterie aiguë, la première chose à faire, c'est d'aller trouver pourquoi le cheval est boiteux. Si votre cheval il a un abcès de pied, ben, on peut le voir 5 fois en ostéopathie. On va gérer toutes les compensations musculaires, mais tant qu'on ne sera pas allé traiter le problème qui lui fait mal, ben, ça ne sert à rien parce qu'on va traiter les compensations et pas la cause. Donc, clairement, en tant que vétérinaire ostéopathe, ma réponse, c'est voilà, le cheval est très boiteux. Du jour au lendemain, il se met à avoir une boiterie importante. Ça peut aussi être une fêlure, une entorse, qui sont des contre-indications à la manipulation. Donc, d'abord, un examen vétérinaire et ensuite, sur avis vétérinaire, si le vétérinaire vous dit, ben voilà, non, je vois rien, honnêtement, allez voir votre ostéopathe. Dans ce cas-là, on fait la consultation d'ostéopathie rapidement. Mon ostéopathe ne fait pas craquer, est-ce qu'il est moins efficace? Clairement, non. Euh, on a plein de techniques en ostéopathie. On a des techniques viscérales, des techniques myofasciales, donc plein de techniques qui ne font pas craquer parce que c'est pas des techniques musculo-squelettiques. Donc c'est pas pour ça que votre ostéopathe, s'il n'a pas fait craquer votre cheval, n'est pas efficace. Il a utilisé d'autres techniques adaptées à votre cheval qui ne faisaient pas craquer, mais qui étaient nécessaires le jour de la consultation. De toute façon, l'ostéopathie, ça ne peut pas faire de mal. Donc ça, j'en ai parlé précédemment avec l'exemple du vieux cheval. Donc attention, il y aura un bénéfice, mais ça peut demander du temps. Donc la notion de temps est fondamentale après une consultation. L'ostéopathe me demande d'avoir moi-même un suivi ostéopathique si je veux que mon cheval aille mieux. Alors clairement oui, dans mon expérience, je vois beaucoup de chevaux qui sont des fois montés par le même cavalier où je retrouve les mêmes restrictions de mobilité, les mêmes dysfonctions. Et clairement, il y a des chevaux chez cavalier, et aussi beaucoup de chevaux qui s'adaptent aux problèmes de leur cavalier. Donc clairement, si on veut avoir un suivi efficace, eh ben, il faut voir les deux en ostéopathie. Mon ostéopathe a trouvé l'épaule droite et le garrot en dysfonction, alors que mon veto dit que le problème vient du pied antérieur gauche. Il est nul, non?
Alors non, il n'est pas nul parce que souvent, en fait, votre ostéopathe, ben, il va trouver les compensations de la boiterie. Si votre cheval a eu un problème de pied ou qu'il est naviculaire depuis des années mais qu'il n'est pas vraiment boiteux, mais il va quand même prendre des compensations. Il va avoir des contractures au niveau du garrot, des cervicales basses, sur l'épaule opposée. Donc votre ostéopathe, lui, il va tomber sur toutes ces compensations avant de comprendre que le problème initial vient du naviculaire. Voilà, alors ce qu'il faut retenir, je termine un peu vite, ce qui est déjà midi, ce qu'il faut retenir de cette webconférence, c'est que voilà, dans le corps, tout est lié. Pour moi, on peut pas, c'est quelque chose qui est dommage dans notre éducation, enfin, quand on est élève vétérinaire, c'est qu'on sépare tout par système. Et en fait, non, pour moi, tout est lié. Voilà, c'est vraiment les fondements de l'ostéopathie. C'est qu'on peut avoir un problème respiratoire qui va entraîner à long terme un problème locomoteur, un problème locomoteur qui va entraîner à long terme un problème digestif. Voilà, il faut vraiment prendre le corps dans sa globalité et un problème de bassin qui va forcément, au bout d'un moment, se répercuter au niveau de la bouche, par exemple. Donc, tout, voilà, prenez vraiment, il faut vraiment qu'on prenne le corps dans sa globalité, comme le disait Andrew Taylor Still. Une dysfonction ostéopathique, ça, encore une fois, ça n'est pas une lésion. On n'a pas un cheval avec un déplacement vertébral. On a une restriction de mobilité ou une dysfonction d'une structure. Les muscles impliqués dans la dysfonction sont essentiellement les muscles situés en profondeur. C'est eux qui vont entraîner ensuite un blocage vertébral et puis ces petits bruits de décoaptation des surfaces articulaires qu'on peut avoir quand on va manipuler le cheval. La complexité, elle vient de la mise en place des chaînes dysfonctionnelles. Je vous l'ai illustré tout à l'heure. Plus le cheval a de tension, plus c'est compliqué de retrouver l'origine du problème. Et des fois, il faut vraiment jouer à Sherlock Holmes en tant qu'ostéo pour arriver à traiter les dysfonctions essentielles. Encore une fois, on ne peut pas traiter sur une consultation 25 dysfonctions. Donc, d'où l'intérêt de se questionner sur la chaîne pour aller traiter les dysfonctions les plus importantes et puis retester à la fin de la consultation que les dysfonctions secondaires ont bien disparu d'elles-mêmes. Et pour terminer, ben, il y a la complémentarité entre l'ostéopathie, les soins vétos, la physiothérapie. Euh, c'est un travail d'équipe. Voilà, le suivi ostéopathique d'un cheval de sport, pour moi, c'est un travail d'équipe. Ça ne peut pas se faire sans discuter avec le maréchal, avec le vétérinaire, avec la personne qui peut mettre en place des soins physio s'il y a besoin complémentaires. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie pour cette conférence.